Lucas Bram scella l'accord de financement de 2 millions de dollars pour Propeltech avec un sourire satisfait. Sa start-up aérospatiale venait de décrocher l'investissement qui la propulserait vers d'importants contrats de défense. Félicitations, dit Victoria Chang, l'investisseur principal. Nous sommes impatients de voir où cela va nous mener. Lucas jeta un coup d'œil à sa Rolex. 15h47, timing parfait pour le train de retour vers le Connecticut. Son téléphone vibra. Une notification d'une application de sécurité. Lucas fit glisser son doigt sur l'écran. La vidéo montrait le berceau de Benji, leur fils de 3 mois, mais Isabelle n'était pas là. Lucas fronça les sourcils et changea de caméra. Salon, vide. Cuisine, vide. Chambre principale, vide. Il fit défiler la liste des caméras. Rez-de-chaussée, sous-sol, chambre d'enfant, terrasse de la piscine. Son doigt hésita au-dessus de Atacam. Caché. Installé après le cambriolage chez leurs voisins. Isabelle n'était pas au courant. Lucas appuya dessus. 2 silhouettes sur le vieux canapé en cuir. Les cheveux sombres d'Isabelle cascadaient sur des épaules nues tandis qu'elle chevauchait quelqu'un, son corps bougeant de manière rythmique. Les mains de l'homme parcouraient ses courbes. Ne t'inquiète pas, la voix d'Isabelle se fit entendre, clairement haletante. Les caméras sont seulement en bas. Lucas n'en a aucune idée. L'homme sous elle, grand, mince, sculpté, gloussa. Heureusement que ce serait difficile à expliquer pendant une séance de thérapie. Le sang de Lucas se glaça. C'était Tranvos, le kinésithérapeute dont Isabelle insistait qu'elle avait besoin pour sa rééducation postpartum. L'homme que Lucas payait 200 dollars par séance. Ton mari semble avoir une sacrée confiance, dit Tran, serrant les hanches d'Isabelle. Trop de confiance. Isabelle rit. Il croit vraiment que j'ai besoin de rééducation du plancher pelvien. Comme si porter un seul bébé pouvait me briser. Un cri perçant brisa l'instant. Les 2 silhouettes se figèrent. Les pleurs de Benji résonnèrent à travers les haut-parleurs, pure détresse, déclenchant tous les instincts parentaux que Lucas possédait. C'est le bébé, siffla Isabelle, se levant précipitamment de Tran. Mais elle ne courut pas. Elle attrapa des vêtements avec une désinvolture exaspérante tandis que les cris de leur fils s'intensifiaient. Lucas passa à la caméra de la chambre d'enfant. Le berceau de Benji était de travers, le bébé de 3 mois sur le plancher en bois dur, les bras minuscules s'agitant. Va voir ce qui se passe, lança Tran. J'y vais. Lucas vit sa femme apparaître dans l'embrasure de la porte, entièrement vêtue, les cheveux lissés. Elle prit Benji dans ses bras avec une préoccupation théâtrale. Oh, bébé, qu'est-ce qui s'est passé? Maman est là maintenant. Mais Lucas avait vu la vérité. L'horodatage. Benji pleurait seul depuis près de 4 minutes pendant que sa mère terminait son aventure. Urgence familiale, réussit à dire Lucas, rassemblant ses papiers. Son esprit calculait la caméra cachée, les horodatages, l'enregistrement audio, le tout sauvegardé sur son serveur cloud, des preuves. Alors qu'il marchait dans Manhattan en direction de Penn Station, une pensée se cristallisa. Isabelle n'avait aucune idée de ce qu'elle venait de lui donner. Les urgences de l'hôpital de Norwalk étaient en pleine effervescence ce samedi. Lucas était assis, raide, regardant une infirmière examiner l'épaule de Benji tandis qu'Isabelle arpentait la pièce, son téléphone vibrant avec des appels en transmission. Épaule disloquée, mais elle s'est remise en place facilement, annonça le docteur Sarakim. Les bébés sont résistants. Comment cela a-t-il pu arriver, demanda Lucas. Isabelle s'empressa d'intervenir. Je le changeais. Je me suis détourné 2 secondes pour prendre une couche, et il a roulé, des larmes parfaites. Je me sens affreuse. Le docteur qui m'acquiesça avec sympathie. Ça arrive. Surveillez ses mouvements. Mais je m'attends à une guérison complète. Pendant le trajet en voiture vers la maison, Isabelle maintint son jeu, quel genre de mère suis-je? Les accidents arrivent, répondit Lucas, les jointures blanchies sur le volant. Cette nuit-là, pendant qu'Isabelle dormait, Lucas planifia. Sa formation d'ingénieur lui avait appris que chaque système avait des vulnérabilités. Chaque action avait une réaction égale. Le lendemain matin, il se rendit chez Home Depot. J'ai besoin de quelque chose qui provoque une irritation de la peau au contact, dit-il au vendeur du rayon antiparasitaire. Rien de dangereux, juste inconfortable. Comme pour les rats. Visiteurs non autorisés.
Le sourire de Lucas était froid. Quelque chose qui laisse des preuves qu'ils ont été quelque part où ils ne devraient pas. Il revint avec du concentré d'huile de capsaïcine, un composé de spray au poivre. Invisible lorsqu'il est appliqué, inoffensif sauf au toucher, mais garantissant des démangeaisons intenses en quelques heures. Il attendit qu'Isabelle parte pour son cours de yoga, un autre mensonge, puis monta au grenier. Le canapé portait encore les empreintes d'hier. Lucas appliqua méthodiquement de la capsaïcine sur toutes les surfaces qu'ils avaient touchées, puis positionna des micro-caméras. Si Isabelle voulait jouer, il contrôlerait le jeu. La séance de thérapie de mardi se déroula comme prévu. Tran arriva à 14 h, un sac de sport sur l'épaule. Lucas les regarda jouer leur charade, étirement, élastique de résistance, parfaitement innocent sous les caméras du rez-de-chaussée. Puis ils disparurent. À l'étage. Lucas activa les nouveaux flux du grenier, d'une clarté cristalline. La vidéo les montrait reprenant leur liaison. « Mon Dieu, ça m'avait manqué », souffla Isabelle. « Avoir un bébé a chamboulé notre emploi du temps. »« Tu m'étonnes », répondit Tran. « Bien que les chèques de ton mari soient rapidement encaissés. Le meilleur faux boulot de thérapie que j'ai jamais eu. » Ils rirent, inconscients du piège chimique sous eux. En moins de 3 heures, Isabelle se grattait déjà. « Je ne comprends pas », se plaignit-elle pendant le dîner, ses ongles laissant des marques rouges. « Je suis allergique à quelque chose dans cette maison. »« Tu devrais peut-être consulter un médecin », suggéra Lucas innocemment. Lorsque Tran appela ce soir-là, Lucas écouta depuis le couloir. « Mes jambes sont en feu », siffla-t-elle dans le téléphone. Ce vieux canapé dans le grenier. Il y a peut-être des moisissures. Bingo. Lucas photographia le canapé, notant les horodatages, puis sauvegarda chaque élément de preuve vidéo sur 3 serveurs cloud distincts. La capsaïcine s'estomperait, mais les preuves numériques, elles, étaient éternelles. Émilie Caldwell avait canalisé l'impitoyable fibre familiale dans le droit. À 36 ans, elle était associée principale chez Blackstone & Associates, spécialisée dans les litiges à enjeux élevés qui détruisaient des empires. « Aide-moi à détruire ma femme », dit Lucas calmement. Dans son bureau de Manhattan, légalement et complètement, Émilie étudia son frère avec un regard calculateur. Elle n'avait jamais vu cette froide fureur auparavant. « Raconte-moi tout. » Lucas exposa les preuves méthodiquement. Des images de caméras cachées, des enregistrements audio, des rapports médicaux. Le piège chimique ? Bon Dieu, Lucas, tu as été occupé. Je n'ai pas fini. Il sortit une enveloppe scellée. J'ai besoin d'un test de paternité. Discrètement. Tu penses que Benji n'est pas de toi. Je sais qu'il l'est. Mais je veux qu'Isabelle pense que j'ai des doutes. Le sourire de Lucas était prédateur. Les gens font des erreurs quand ils paniquent. Le rire d'Émilie était perçant. Espèce d'enfoiré magnifique. Fais-lui croire qu'elle est prise. Utilise sa réaction comme preuve. Exactement. Ce soir-là, Lucas orchestra sa performance après le dîner, Benji dormant et Isabelle sur son téléphone. Je pensais à Benji. Au timing. La tête d'Isabelle se redressa brusquement, soudainement alerte. Qu'est-ce que tu veux dire ? Regardant son livre de bébé, calculant les dates de conception, Lucas observa son visage. Les dates ne collent pas. Quoi ? Sa voix monta d'un ton. Bien sûr que si. Vraiment ? Lucas montra le calendrier de son téléphone, soigneusement manipulé. D'après ça, il a été conçu quand tu étais en Californie. Mais j'étais en Allemagne toute cette semaine. Le téléphone d'Isabelle glissa de ses mains moites. Ce n'est pas vrai. Je n'étais parti que 3 jours. 5 jours. J'ai des reçus d'hôtel. Peut-être que la date d'accouchement était fausse. Les médecins se trompent. Elle perd des pieds. Les bébés naissent en avance ou en retard. C'est probablement ça. Lucas prit sa main tremblante. Mais peut-être devrions-nous faire un test. Juste pour me rassurer. Un test ? Murmurer, test de paternité. Ça ne te dérange pas ? Puisqu'il n'y a rien à craindre. Elle força un sourire radieux. Bien sûr que non. Si ça peut te faire sentir mieux. Cette nuit-là, Lucas l'entendit pleurer dans la salle de bain. Les images de vidéosurveillance la montrèrent fouillant dans son bureau à 3 heures du matin. Les résultats ADN arrivèrent 3 jours plus tard.
Lucas ouvrit l'enveloppe sous le regard d'Isabelle. « Alors ?» demanda-t-elle, à peine audible. Lucas laissa le soulagement inonder ses traits. « Il est de moi. 99,97% de probabilité. » Le sanglot d'Isabelle était sincère, mais Lucas capta de la culpabilité, de la honte et une gratitude désespérée dans son expression. « Je suis désolé d'avoir douté, » dit Lucas en l'embrassant. « Je suis paranoïaque depuis l'accident. »« Je comprends, » murmura-t-elle. Mais la compréhension fonctionne dans les deux sens. Maintenant, Lucas savait exactement ce que sa femme avait à cacher. Le cabinet de kinésithérapie de Tranvos occupait le rez-de-chaussée d'une maison victorienne transformée, dans le centre-ville de Westport. Healing Touch thérapeutique, lisait-on sur la plaque en laiton à côté de l'entrée, bien que Lucas comprenne désormais l'ironie de ce nom. Il poussa les portes vitrées à 10h30 du matin un jeudi, sachant que Tran serait entre deux clients. La salle d'attente était remplie de patients âgés effectuant leur routine matinale, étirements, poids légers, le murmure discret des conversations sur la guérison. « Puis-je vous aider ?» La réceptionniste, une jeune femme avec de multiples piercings aux oreilles, leva les yeux de son carnet de rendez-vous. « Je suis là pour voir Tranvos, » annonça Lucas à voix haute. « À propos de son traitement de ma femme. » La zone de kinésithérapie se fit silencieuse. Tran apparut derrière un rideau d'intimité, son visage rougissant lorsqu'il reconnut Lucas. « Monsieur Bram. » La voix de Tran se brisa légèrement. « Que faites-vous ici ? » « Je voudrais discuter de vos techniques thérapeutiques, » répondit Lucas, sa voix portant clairement dans l'espace ouvert. « Plus précisément, vos méthodes de traitement des femmes en postpartum dans des lieux non conventionnels. » Plusieurs patients se tournèrent pour le regarder. Tran jeta un coup d'œil nerveux autour de lui, conscient qu'ils étaient en train de devenir un spectacle. « Peut-être devrions-nous parler en privé, » suggéra Tran, en désignant son bureau. « Pas besoin. » Lucas se rapprocha, sa présence remplissant en quelque sorte toute la pièce malgré sa taille moyenne. « Je pense que tout le monde devrait entendre parler de vos séances innovantes de thérapie axées sur la dépendance. » La couleur quitta le visage de Tran. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Vraiment ?» Lucas sortit son téléphone, son pouce planant au-dessus du lecteur vidéo. « Parce que j'ai des images très intéressantes qui suggèrent le contraire. » C'est alors que Tran commit son erreur fatale. Au lieu de tenter d'apaiser la situation, au lieu d'appeler la sécurité, au lieu d'adopter une réaction rationnelle, la réaction de combat ou fuite de Tran choisit le combat. Son poing droit se balança en un large arc de cercle vers la mâchoire de Lucas. Lucas avait anticipé ce moment. Il esquiva le coup avec une précision fluide, sa formation en ingénierie lui offrant une compréhension approfondie de la physique et des leviers. Alors que l'élan de Tran le propulsait vers l'avant, Lucas saisit son bras tendu et l'utilisa comme point d'appui. Le résultat fut spectaculaire. Tran fut projeté latéralement contre les cloisons en verre qui séparaient la zone de thérapie principale des salles de consultation. Le verre trempé éclata en une pluie de cristaux et Tran traversa en trombe dans la pièce adjacente, atterrissant lourdement sur le carrelage au milieu des éclats dispersés. La clinique sombra dans le chaos. Les patients hurlèrent. La réceptionniste se saisit du téléphone et Lucas se tenait calmement au centre de la scène, ajustant sa cravate. « Je vais porter plainte pour agression », annonça-t-il à l'Assemblée, et déposer une réclamation auprès de l'ordre professionnel concernant la conduite non professionnelle de M. Voss. Tran gémit depuis le sol, du sang coulant d'une coupure sur son front. « Espèce de fou furieux. » « Je ne terminerai pas cette phrase, » interrompit Lucas. « Pas avec tous ces témoins. » La police arriva en quelques minutes, suivie peu après par une ambulance. Lucas avait déjà contacté Émilie, et elle apparut au moment même où les agents prenaient les dépositions. « Mon client a clairement agi en légitime défense », annonça-t-elle, sa voix perçant la confusion. De manière tout à fait inappropriée, M. Voss a initié l'altercation physique. Et je suis sûr que les caméras de surveillance le confirmeront. Les images de sécurité de la clinique étaient en effet complètes. Elles montraient clairement Tran qui portait le premier coup, Lucas qui se défendait et la chute subséquente de Tran à travers la cloison en verre. Plusieurs patients corroborèrent la version des faits de Lucas. Le soir même, Tran était en détention pour agression et Émilie avait déposé une plainte formelle auprès du département de la santé publique du Connecticut concernant sa licence. Mais Lucas n'en avait pas fini. Cette nuit-là, il était assis dans son bureau avec Émilie, planifiant la prochaine phase de leur campagne. « Ce qui est génial, » expliqua Émilie en étalant des documents juridiques sur son bureau, «
c'est que nous avons maintenant plusieurs angles d'attaque. L'adultère lui-même, la mise en danger de l'enfant lorsque Benji s'est blessé, les activités thérapeutiques sans licence, et maintenant les accusations d'agression contre son amant. Et la garde, demanda Lucas. Avec ces preuves, vous obtiendrez facilement la garde principale. Peut-être même la garde exclusive avec droit de visite surveillée pour elle. Le sourire d'Émilie était celui d'un loup. Surtout une fois que nous aurons ajouté le signalement aux services sociaux. Les services sociaux? Child Protective Service. J'ai déposé le signalement cet après-midi. Émilie lui tendit une copie du document. Enfant laissé sans surveillance, entraînant des blessures. Mère se livrant à des activités inappropriées pendant les heures de travail. Preuve d'un environnement familial instable. Lucas lut le rapport, notant l'attention méticuleuse portée aux détails par Émilie. Elle avait tout inclus, les dossiers médicaux de la visite de Benji à l'hôpital, les images de sécurité, les horodatage, et même des photos de la réaction allergique d'Isabelle à la capsaïcine pour prouver qu'elle était dans le grenier. La réaction allergique est cruciale, expliqua Émilie. Elle peut prétendre que la vidéo est fausse, trucée, manipulée, mais elle ne peut pas simuler une réaction physique. Ses propres SMS à des amis concernant les démangeaisons corroboreront qu'elle était physiquement présente à cet endroit. Dans combien de temps vont-ils enquêter? Les services sociaux agissent vite lorsqu'il y a une blessure documentée chez un enfant. Je m'attends à un appel dans les 48 heures. Lucas se pencha en arrière sur sa chaise, sentant les pièces de sa vengeance se mettre en place. Et Isabelle? Elle ne se doute encore de rien. D'après vos images de sécurité, elle a passé l'après-midi à appeler Tran à plusieurs reprises. Il ne répond pas. Émilie ramassa ses papiers. Elle va comprendre que quelque chose ne va pas très bientôt. Comme invoqué par leur conversation, Lucas entendit la porte d'entrée claquer. La voix d'Isabelle résonna dans la maison, aiguë et affolée. « Lucas, où es-tu? Il faut qu'on parle. » Émilie haussa un sourcil. L'heure du spectacle. La salle de conférence de Blackstone & Associates ressemblait à une salle d'audience avant même que le procès ne commence. Lucas était assis à la table en acajou poli, regardant Émilie arranger des piles de preuves avec la précision d'un général déployant ses troupes. En face d'eux, Isabelle était voûtée à côté de son avocat commis d'office, un jeune défenseur public nommé Marcus Webb, qui avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Les 3 dernières semaines n'avaient pas été clémentes pour la future ex-femme de Lucas. Son apparence, habituellement impeccable, s'était détériorée, les racines apparaissant sous sa coloration, le maquillage incapable de dissimuler les cernes sous ses yeux. Les vêtements de marque avaient été remplacés par des articles de contrefaçon achetés dans un magasin discount. Avant de commencer, annonça la juge Patricia Morrison en s'installant derrière son estrade, je tiens à préciser que cette audience d'urgence concernant la garde est menée en raison d'une enquête en cours des services de protection de l'enfance et de préoccupations documentées concernant le bien-être de l'enfant. Lucas ressentit une bouffée de satisfaction. Émilie avait parfaitement choisi le lieu. La juge Morrison était connue pour son approche pragmatique du droit de la famille et son intolérance particulière envers la négligence parentale. Madame Caldwell, continua la juge, veuillez présenter votre déclaration liminaire. Émilie se leva avec une assurance fluide. Votre honneur, nous démontrerons que la défenderesse, Isabelle Bram, a mis à plusieurs reprises en danger son fils de 3 mois par négligence grave et par une conduite morale incompatible avec une parentalité responsable. Elle cliqua sur une télécommande et le grand écran de la salle d'audience afficha un horodatage. Mardi, 15h47. Les preuves montreront que pendant que Madame Bram était engagée dans une liaison extra-conjugale, son fils en bas âge est tombé de son berceau et est resté à pleurer sur un plancher en bois dur pendant plus de 4 minutes avant de recevoir de l'attention. L'enregistrement de la caméra de surveillance commença à défiler. D'abord, la caméra du grenier montrant Isabelle et Tran dans leur étreinte passionnée. Ensuite, la caméra de la chambre d'enfant avec le berceau de Benji de travers et le bébé par terre qui hurlait. Bon sang, murmura quelqu'un dans la galerie. Même la contenance professionnelle de la juge Morrison se fissura légèrement. De plus, continua Émilie pendant que la vidéo défilait, nous démontrerons qu'il ne s'agissait pas d'un incident isolé, mais d'un ensemble de tromperies et de mise en danger d'enfants qui a abouti à une blessure documentée nécessitant des soins médicaux d'urgence. L'avocat d'Isabelle se leva d'un bond. Objection, votre honneur. Il semble que cette vidéo de surveillance ait été obtenue illégalement. Les caméras ont été installées par M. Bram dans sa propre maison, à des fins de sécurité, rétorqua Émilie avec aisance.
Toute la surveillance a été effectuée sur une propriété privée appartenant au requérant. Rejeté, déclara la juge Morrison. Continuez, Madame Caldwell. L'heure suivante fut un chef-d'œuvre de démolition juridique. Emily présenta les preuves avec une précision chirurgicale. Les dossiers hospitaliers montrant l'épaule démise de Benji. Les horodatage prouvant les mensonges d'Isabelle concernant l'accident. Les enregistrements audio de son attitude méprisante envers la maternité. Et ceci, votre honneur, est peut-être le plus accablant, dit Emily, en diffusant l'audio de la conversation d'Isabelle avec 30 tirés de la vidéo du grenier. La voix d'Isabelle emplit la salle d'audience. Il croit vraiment que j'ai besoin d'une rééducation du périnée. Comme si porter un seul bébé pouvait me briser, suivi de la réponse de Tran. Votre mari a l'air de beaucoup vous faire confiance. Et le rire froid d'Isabelle, trop confiance. L'expression de la juge Morrison s'était durcie en granit. Elle se tourna vers Webb. Votre cliente souhaite-t-elle répondre à ces allégations? Webb avait l'air de vouloir se glisser sous la table. Votre honneur, ma cliente reconnaît que des erreurs ont été commises, mais... Des erreurs? La voix d'Emily traversa la salle d'audience comme une lame. Votre honneur, permettez-moi de présenter des preuves supplémentaires de ces erreurs. L'écran se remplit de messages textes. Les plaintes d'Isabelle à ses amis concernant les démangeaisons mystérieuses après ses rencontres au grenier. Emily avait assigné à comparaître les registres téléphoniques de 3 opérateurs différents afin de construire une chronologie irréfutable. Ces messages prouvent que Madame Bram était physiquement présente à l'endroit montré dans la vidéo de surveillance. Elle ne peut pas prétendre que les vidéos sont fabriquées alors que ses propres mots corroborent les preuves. Vint ensuite le témoignage médical. Le docteur Kim de l'hôpital de Norwalk témoigna et confirma que la blessure de Benji était compatible avec une chute de hauteur, contredisant l'histoire d'Isabelle concernant la table allongée. L'enquêtrice des services de protection de l'enfance suivit, une femme sévère nommée directrice Hélène Santos, qui avait interrogé les voisins, examiné les vidéos de sécurité de la maison et documenté de multiples préoccupations concernant l'aptitude d'Isabelle à être une mère. Selon mon opinion professionnelle, témoigna la directrice Santos, l'environnement familial présente des risques permanents pour la sécurité et le bien-être de l'enfant. Au moment où Emily appela Lucas à la barre, l'issue semblait inévitable. Monsieur Bram, commença Emily. Pouvez-vous décrire votre état d'esprit lorsque vous avez vu pour la première fois la vidéo de la blessure de votre fils? Lucas regarda directement la juge Morrison. J'avais l'impression d'assister à mon pire cauchemar. Mon fils était blessé, seul, appelant à l'aide. Qui n'est pas venu? Et j'étais à 2 heures de là, impuissant à le protéger. Quelle était votre principale préoccupation à ce moment-là? La sécurité de Benji. Rien d'autre ne comptait. La voix de Lucas portait le poids d'une conviction absolue. J'ai réalisé que si je ne pouvais pas faire confiance à ma femme pour donner la priorité au bien-être de notre enfant par rapport à ses propres désirs, alors je devais agir pour le protéger. La juge Morrison se pencha en avant. Monsieur Bram, le tribunal reconnaît que vous avez découvert cette liaison par le biais d'une surveillance. Certains pourraient considérer cela comme une atteinte à la vie privée. Votre honneur, répondit Lucas sans hésitation. J'ai installé ces caméras pour protéger ma famille. Je n'aurais jamais imaginé avoir besoin de protection contre ma propre femme. Lorsqu'Isabelle a finalement témoigné, son avocat l'avait clairement averti de ne s'attendre à aucune clémence. Mais rien n'aurait pu la préparer au contre-interrogatoire d'Emily. Madame Bram, vous avez témoigné que vous aimez votre fils. Est-ce exact? Oui, bien sûr. La voix d'Isabelle était à peine audible. Et pourtant, l'après-midi du 15 mars, alors que votre fils était blessé et pleurait, vous êtes resté dans le grenier avec Monsieur Voss. Voss pendant 4 minutes supplémentaires. Pouvez-vous expliquer cette priorité? Je ne savais pas qu'il était blessé. Les cris du bébé étaient clairement audibles sur les images de vidéosurveillance. Prétendez-vous que vous n'entendiez pas la détresse de votre propre enfant? Le calme d'Isabelle a finalement craqué. J'ai fait une erreur. Je suis désolé. Mais cela ne fait pas de moi une mère horrible. Vraiment? La voix d'Emily était glaciale. Vous avez abandonné votre nourrisson pour avoir des relations avec un autre homme, alors que cet enfant a été blessé à la suite directe de votre négligence. Vous avez déformé les circonstances aux professionnels de la santé. Vous avez privilégié vos propres désirs égoïstes par rapport à la sécurité élémentaire de votre fils.
Si cela ne constitue pas une maternité horrible, Madame Bram, qu'est-ce qui le serait alors? Le silence dans la salle d'audience était assourdissant. Le juge Morrison n'eut pas besoin de longtemps pour délibérer. Lorsque l'audience reprit après une pause de 30 minutes, sa décision fut rapide et définitive. Sur la base des preuves présentées, ce tribunal estime qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant mineur, Benji Bram, d'attribuer la garde physique principale au demandeur, Lucas Bram. La défenderesse, Isabelle Bram, se verra accorder un droit de visite supervisé tous les 2 week-ends, sous réserve de la réussite de cours de compétences parentales et d'une évaluation psychologique. Le coup de marteau retentit avec la finalité d'un coup de feu. Isabelle sanglota ouvertement alors que la réalité s'imprégnait. Lucas ne ressentit aucun triomphe, seulement la froide satisfaction d'un travail accompli. Émilie rassembla ses dossiers avec une efficacité professionnelle, pensant déjà à sa prochaine affaire. Mais alors qu'il sortait du palais de justice, Émilie posa une main sur le bras de son frère. « Ce n'est que le début », l'avertit-elle. « Les gens désespérés font des choses désespérées. Surveille tes arrières. » L'explosion virale commença à 23h23, un jeudi soir. Lucas donnait son biberon à Benji, les minuscules doigts du bébé s'enroulant autour de son pouce avec une confiance aveugle qui lui serrait le cœur de tendresse protectrice. La maison semblait paisible pour la première fois depuis des mois. Plus d'Isabelle, plus de mensonges, plus de trahisons cachées tapies dans l'ombre. Son téléphone vibra avec un SMS d'Émilie. « Vérifie Twitter maintenant. » Il ouvrit l'application et regarda son monde soigneusement ordonné sombrer dans le chaos. La vidéo avait été montée en un clip dévastateur de 30 secondes, les gémissements haletants d'Isabelle provenant des images du grenier diffusées en même temps que les cris perçants de Benji provenant de la caméra de la chambre d'enfant. L'audio était parfaitement synchronisé pour montrer le moment exact où le plaisir de la mère se superposait à la douleur du fils. Mère toxico était déjà en tendance. Les commentaires étaient brutaux. Voilà ce qui arrive quand le féminisme va trop loin. Quelqu'un devrait retirer ce bébé à cette ordure humaine. J'espère qu'elle ne reverra jamais cet enfant. Lucas fit défiler des centaines de réponses, regardant son ex-femme devenir un paria des réseaux sociaux en temps réel. Quelqu'un l'avait identifié grâce à son blog Lifestyle, et en quelques heures, tous les détails de leur bataille pour la garde étaient devenus publics. Son téléphone sonna. « Émilie, dis-moi que tu n'as pas fait ça, dit-elle sans préambule. »« Je n'ai rien fait. » Lucas se dirigea vers la fenêtre, surveillant toute activité inhabituelle à l'extérieur. La dernière chose dont ils avaient besoin était que des paparazzis campent sur sa pelouse. Quelqu'un d'autre avait accès au dossier du tribunal. Les images étaient scellées. Seules quelques personnes auraient pu les divulguer. Peut-être quelqu'un au palais de justice, peut-être un greffier, peut-être Lucas. La voix d'Émilie portait un avertissement. Si cela remonte jusqu'à nous, cela pourrait compromettre l'accord de garde. Les juges n'apprécient pas que leur verdict soit transformé en divertissement. Mais Lucas n'écoutait plus. À travers la fenêtre, il pouvait voir une silhouette familière gravir son allée en titubant, Isabelle, vêtue d'un pantalon de pyjama et d'un pull surdimensionné, les cheveux sales et emmêlés. Elle était ivre, il pouvait le dire à sa démarche hésitante, et probablement dangereuse. « Je dois y aller, dit-il à Émilie. Elle est là. Ne la laisse pas entrer. Appelle la police si tu dois. » Lucas raccrocha et vérifia le système de sécurité. Toutes les portes étaient verrouillées, les caméras enregistraient. Il plaça Benji dans son transat et se dirigea vers la porte d'entrée, sa main posée sur le pêne dormant. Le poing d'Isabelle tambourinait contre le bois avec un désespoir croissant. « Lucas, ouvre la porte. Je sais que tu es là. » Sa voix était pâteuse d'alcool et d'émotions brutes. « S'il te plaît, je veux juste le voir. »« Rentre chez toi, Isabelle, » appela Lucas à travers la porte. « Tu n'es pas censé être ici. Chez moi. » Son rire était rauque et brisé. « Je n'ai pas de chez moi. Hier, on m'a expulsé. Mes parents ne répondent plus à mes appels. Même ma sœur m'a bloqué sur les réseaux sociaux. » Les coups redoublaient d'intensité, accompagnés du bruit des pots heurtant le chambranle. « J'ai tout perdu. Mon fils, ma maison, mes contrats, absolument tout. Et pourquoi faire? Parce que j'ai fait une erreur. »« Tu as fait un choix, » répondit Lucas froidement, « plusieurs choix, même. Tu as choisi ton amant au détriment de ton enfant. Tu as choisi le mensonge à la vérité. Tu t'es choisi toi, au détriment de notre famille.
J'étais seule, hurla Isabelle. Tu travaillais tout le temps, tu voyageais sans cesse. Je me sentais invisible dans ma propre vie. Alors, tu as mis notre fils en danger. Les coups s'arrêtèrent. Pendant un instant, Lucas se demanda si elle était partie. Puis, il entendit un autre bruit, le grincement du métal contre le métal. Elle essayait de faire sauter la serrure. Lucas activa l'alerte de sécurité et appela le 112, puis se retira dans la chambre d'enfant, où Benji commençait à s'agiter, dérangé par le tumulte. « Ça va aller, mon petit » murmura-t-il en sortant son fils du transat. « Papa est là. » Le bruit d'un verre brisé résonna depuis la cuisine. Le sang de Lucas se glaça. Le système d'alarme hurlait à présent, mais le commissariat le plus proche était à au moins 10 minutes. Il attrapa son téléphone et ouvrit l'application de sécurité, regardant en temps réel Isabelle enjamber la fenêtre de sa cuisine, laissant des empreintes de mains ensanglantées sur le cadre. Elle était hors de tout contrôle à présent, ne se souciait plus des conséquences ou des ordonnances du tribunal. C'était une femme qui n'avait plus rien à perdre. Lucas fixa le siège auto de Benji dans le placard de la chambre d'enfant, l'endroit le plus sûr de la maison, et ferma la porte. Puis, il se posta dans le couloir, attendant. Lucas, la voix d'Isabelle résonna dans l'escalier, pâteuse et désespérée. « Où es-tu ? Où est mon bébé ?» Ses pas sur le parquet étaient irréguliers, titubants. Lucas pouvait suivre sa progression dans la maison au bruit des objets qui tombaient au sol. « Tu ne pourras pas me le cacher éternellement, » cria-t-elle. « Je suis sa mère. J'ai des droits. » « Tu avais des droits, » rétorqua Lucas. « Tu y as renoncé quand tu as choisi Tran au lieu de Benji. » Elle apparut en bas de l'escalier, oscillant légèrement. Du sang coulait des coupures sur ses mains, là où le verre l'avait entaillé pendant son intrusion. Ses yeux étaient sauvages, hagards, dangereux. « Où est-il » exigea T.L. « En sécurité, là où tu ne peux pas lui faire de mal. »« Je ne ferai jamais de mal à mon fils. »« Tu l'as déjà fait. » La voix de Lucas était calme, mortellement calme. « Le jour où tu l'as laissé seul pour satisfaire tes propres besoins égoïstes, le jour où tu l'as laissé tomber pendant que tu écartais les jambes pour un autre homme. » Le visage d'Isabelle se crispa de rage. Elle monta les escaliers à toute vitesse, mais l'alcool et le désespoir la rendaient maladroite. Lucas s'écarta tandis qu'elle trébuchait devant lui, se rattrapant contre le mur. « Benji » cria-t-elle, passant d'une pièce à l'autre. « Maman est là. »« Où es-tu, mon bébé ?» Lucas suivait à une distance de sécurité, son téléphone prêt à tout enregistrer. Chaque pas qu'Isabelle faisait plus profondément dans sa maison était une nouvelle violation de l'ordonnance d'éloignement qu'Émilie avait déposée ce matin. Elle trouva la chambre d'enfant et commença à la saccager, vidant les tiroirs de la commode, renversant la table à langer, arrachant les couvertures et les jouets des étagères avec une fureur croissante. « Où est-il » sanglota T.L., se retournant pour faire face à Lucas. « Qu'est-ce que tu as fait à mon bébé ?»« Ce n'est plus ton bébé » répondit Lucas. Le tribunal l'a clairement stipulé. Des sirènes hurlèrent au loin, se rapprochant. Isabelle les entendit aussi. Son visage s'effondra lorsqu'elle réalisa ce que cela signifiait. Une nouvelle arrestation, de nouvelles accusations, peut-être même de la prison. « S'il te plaît » murmura-t-elle, tombant à genoux au milieu des vêtements de bébé éparpillés. « Je veux juste le serrer dans mes bras une dernière fois. » Pendant un instant, Lucas éprouva presque de la pitié pour cette femme brisée devant lui. C'était la femme qu'il avait épousée, celle qui l'avait fait rire autrefois, qui avait pleuré de joie en apprenant qu'elle était enceinte. Mais alors, il se souvint des cris de Benji, se souvint de ces 4 minutes où un bébé avait pleuré seul pendant que sa mère donnait la priorité à son propre plaisir. La porte d'entrée s'ouvrit brutalement tandis que des policiers entraient avec leurs armes dégainées. « À l'étage » cria Lucas. Une suspecte, intoxiquée, a violé une ordonnance d'éloignement. Ils trouvèrent Isabelle recroquevillée en position fétale au milieu des débris de la chambre d'enfant, sanglotant inconsolablement tandis qu'il lui passait les menottes. « Madame, vous êtes en état d'arrestation pour effraction, violation d'une ordonnance du tribunal et violation de domicile » annonça l'officier en chef tandis qu'il l'emmenait. Isabelle jeta un regard à Lucas, les yeux remplis de haine et de rêves brisés. « Ce n'est pas fini » murmura-t-elle. Mais Lucas savait que c'était faux. Il récupéra Benji dans le placard, serrant son fils contre lui tandis que les lumières rouges et bleues de la voiture de police s'estompaient au loin. C'était fini. Elle ne s'en rendait simplement pas encore compte. 6 mois plus tard, Lucas était assis dans son bureau,
Benji dormant paisiblement dans ses bras. Le nourrisson avait grandi, était devenu plus fort, plus alerte, ses yeux gris suivant les mouvements avec une intelligence croissante. Il ne se souviendrait jamais de la trahison de sa mère, ne saurait jamais à quel point il avait frôlé une enfance d'instabilité et de négligence. Émilie entra sans frapper, un épais dossier manille à la main. Les documents finaux, annonça-t-elle en les déposant sur son bureau. Isabelle a tout signé hier. Déchéance de l'autorité parentale, renonciation à toute revendication de garde, accord à des injonctions de non-contact permanentes. Lucas jeta un coup d'œil aux documents sans relâcher son emprise sur Benji. Où est-elle maintenant? Phoenix. Elle travaille dans un centre d'appel sous son nom de jeune fille. Tran est en Floride, sa licence de physiothérapeute définitivement révoquée dans 6 États. Émilie se versa un verre au bar de Lucas. Ils ne vous importuneront plus. Et la vidéo virale? Elle continue de circuler sur les réseaux sociaux, bien que sa nouveauté commence à s'estomper. Un nouveau scandale la supplantera sans doute bientôt. Émilie s'installa dans le fauteuil en cuir en face de son bureau. Comment vivez-vous tout cela? Lucas considéra la question avec gravité. 6 mois auparavant, il était un mari confiant construisant une entreprise aérospatiale. Maintenant, il était un père célibataire qui avait systématiquement démantelé la mère de son enfant, employant des techniques de collecte de preuves qui auraient impressionné les agents de la Central Intelligence Agency. Je ne suis pas sûr de me reconnaître encore, avoua-t-il. Tant mieux, répondit Émilie sans hésitation. L'homme que vous étiez auparavant aurait été exploité, abusé et laissé briser et aigri. L'homme que vous êtes maintenant a protégé son enfant et assuré son avenir. Elle leva son verre dans un faux toast à une paix froide. Parfois, c'est la seule victoire qui compte. Le téléphone de Lucas vibra avec un SMS provenant d'un numéro inconnu. Il faillit l'ignorer, mais une impulsion inexplicable le força à le consulter. Il ne se souviendra même pas de moi. Isabelle. S'accrochant toujours au dernier fil ténu qui les reliait, Lucas baissa les yeux sur Benji, serein et innocent dans ses bras. Puis, il tapa sa réponse. C'est le but. Il bloqua le numéro et supprima la conversation. Dehors, la neige commençait à tomber, recouvrant le monde d'un blanc immaculé. Bientôt, le printemps arriverait. Benji ferait ses premiers pas, prononcerait ses premiers mots et s'engagerait dans le long voyage vers la construction de sa propre identité. Et quelque part en Arizona, une femme nommée Isabelle Martinez regarderait les vidéos de son ancienne vie devenir virales sur les réseaux sociaux, sachant qu'elle avait tout échangé contre 30 minutes de plaisir illicite. Lucas embrassa le front de son fils et ferma les yeux, enfin en paix.